Les travaux de construction de la tour de l'EATM avancent normalement. Le constat a été fait par le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication et de la modernisation de l'administration et s'est réjoui du niveau d'avancement. 22 septembre 1960, 22 septembre 2023. Bientôt, le Mali indépendant aura 63 ans. À la veille de cette célébration, l'ORTM vous propose un certain nombre de reportages sur les grands moments de l'avènement de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les chantiers de la nouvelle direction générale des domaines et du cadastre et celle de l'Institut national des statistiques ont été visités hier par les membres de la commission des travaux publics du CNT. Ces descentes sur le terrain rentrent dans le cadre de leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Reportage signé Mamadou Fane. Les travaux de construction de la nouvelle direction générale des domaines et du cadastre ont démarré depuis 2016. Malheureusement, ces chantiers peinent à s'achever. C'est pour connaître les raisons de l'arrêt des travaux que la commission des travaux publics du CNT s'est rendue sur les lieux pour constater l'état d'avancement et les contraintes liées à l'évolution des travaux. Ce chantier est en souffrance depuis longtemps. Les services des domaines et du cadastre représente beaucoup pour le Mali aujourd'hui parce que c'est la troisième assiette fiscale qui travaille aujourd'hui très péniblement. Nous avons initié cette visite pour venir voir quels sont les problèmes qui font que ces bâtiments ne s'achèvent pas. Quelles sont les solutions qu'on puisse préconiser pour que les bâtiments puissent s'achever courant 2024. Autre site visité par les membres de la commission des travaux publics du CNT, c'est la nouvelle direction de l'Institut national des statistiques. Les travaux avancent ici à la satisfaction des membres du CNT, même si on note quelques contraintes. Le chantier est à 93% des travaux réalisés, cela veut dire que ce n'est que des réglages qui restent. Et au dire même de l'architecte, ils sont confrontés à un problème de câblage reliant le local transport au bâtiment principal, chose à laquelle nous allons y atteler. Pour un chantier où la réception de petits, on doit payer 10%, donc ce qui fait 90%, à la réception provisoire qui s'est fait là quand les travaux sont finis, c'est 5% comme ça, donc il n'y a que quelque chose comme 3% qui reste. Les membres de la commission travaux publics du CNT ont au cours de cette visite rencontré les responsables des services concernés et les entreprises en charge de la construction de ces deux directions. Il a été convenu d'organiser une réunion technique pour aplanir les difficultés. Autre visite, celle du secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration sur le chantier de la tour de l'ORTM. Le niveau des travaux de construction est satisfaisant. Il a été aussi constaté que certains usagers ont construit sur le site. Les détails avec Ba Traoré. Mission de suivi du secrétaire général du ministère en charge de la communication sur le chantier de la tour de l'ORTM. Elle a permis aux visiteurs du jour de voir l'état du bâtiment principal dont les travaux de finition sont actuellement en cours. La délégation a ensuite échangé avec les responsables de l'entreprise en charge de la construction et ceux du bureau de suivi. Et si vous constatez ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'État pour payer les différentes factures qui sont en souffrance au niveau du trésor pour les entreprises. Donc c'est conséquemment à ça qu'on est venu voir aussi l'évolution des travaux. Nous avons constaté de visu ce qui a été fait et nous sommes quand même un peu satisfaits de l'avancée des travaux aujourd'hui par rapport au passé. Initialement prévus pour s'achever en 2023, les travaux de construction de la tour de l'ORTM vont bénéficier d'un délai supplémentaire de 16 mois pour s'achever en octobre 2024. Lors de cette réunion de chantier que nous avons fait tout de suite, nous avons rappelé l'urgence de respecter ces délais en tant que ministère. Nous allons continuer à suivre le dossier au niveau du ministère de l'économie et des finances pour que les différents paiements puissent se faire et que in fine, nous puissions respecter les délais. Nous avons toujours dit que notre souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le chantier puisse être inauguré par le président de la transition, chef de l'État,
La délégation a eu la surprise de constater que certains usagers se sont permis de construire des bâtiments sous le site du chantier. Aujourd'hui, il y a déjà des grosses justices qui autorisent l'ORTM à démolir ces bâtiments. Donc nous allons, à un moment, des initiatives ont été faites pour démolir, il y a eu des petites contraintes. Nous allons régler ces contraintes-là, travailler avec le ministère des Domaines pour que dans les jours à venir, pour qu'on puisse véritablement démolir ces bâtiments illicites. Sur ce plan, le département est intraitable. À l'issue de cette visite, Al-Qaïdi Amar Touré a précisé que tout sera mis en œuvre pour le respect du délai contractuel. Dans la mouvance du 22 septembre, date d'accession de notre pays à la souveraineté nationale, l'ORTM propose un programme spécial avec des sujets de reportage et de magazines sur les différentes réformes en cours et autres acquis de la transition, notamment le redémarrage des usines. Pour plus de détails, écoutons le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djamili. Nous avons d'abord commencé à traiter les productions que nous avons captées au niveau de la biennale artistique et culturelle. Et depuis le 5 septembre, nous proposons justement les productions de la biennale à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, tout cela dans le cadre du 22 septembre. Ensuite, nous avons mobilisé toutes les rédactions ORTM 1, ORTM 2, chaîne 2, Radio Nationale, les stations régionales, toutes les rédactions pour avoir des propositions de thèmes, des propositions de sujets par rapport justement au 22 septembre. Nous avons proposé donc aux autorités le programme que nous voulons dérouler dans le cadre du 22 septembre. Ça a été accepté. À partir de ce soir, nous allons proposer à nos téléspectateurs des magazines qui sont produits par nos journalistes reporters. Et ce soir, justement, nous allons proposer l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal qui nous a conduit à l'indépendance le 22 septembre 1960. Ensuite, nous avons des sujets sur la réforme institutionnelle qui a abouti justement à ce référendum et qui nous a ouvert la porte à la 4e République. Nous avons un sujet là-dessus. Nous avons un sujet également sur les grandes entreprises que les autorités de la transition sont en train de faire renaître. Nous allons faire un retour en arrière pour parler un peu de l'histoire de ces grandes entreprises qui ont fait la fierté de notre pays et qui sont en train de renaître aujourd'hui grâce à la volonté de nos autorités. Il y a des sujets qui concernent la santé, l'éducation, les forces de défense et de sécurité. Et nous avons fait vraiment un tour d'horizon pour permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, de sentir que nous sommes dans un événement particulier par rapport au 22 septembre 2023. Le clou de l'événement, c'est bien évidemment le défilé. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour permettre justement à tous les Maliens, de l'intérieur comme à l'extérieur, de pouvoir suivre cet événement en direct et en intégralité sur l'ensemble de notre réseau. La veille, le 21, nous avons des éditions spéciales que nous allons proposer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Il y a également le jour J, le 22, une grande édition que nous allons proposer, et le lendemain également une édition qui, c'est vraiment pour permettre à tous les Maliens, à tous les niveaux, à toutes les régions, anciennes, nouvelles, de se retrouver sur l'ORTM pour célébrer ce grand événement. À côté, nous avons les émissions de divertissement que nous avons au niveau de ORTM 1 et de ORTM 2. Et ces émissions de divertissement, pour l'une des rares fois, nous les avons délocalisées à Koulikoro. Nous avons Cocorico que nous avons délocalisé à Koulikoro, que nous allons produire, diffuser. Nous avons également le Grand Midi, qui est une émission phare également sur la première, qui est délocalisée à Koulikoro. Nous avons également l'invité de la semaine, lié justement à l'événement du 22 septembre, que nous allons enregistrer à Koulikoro au bord du fleuve. Donc, beaucoup de sujets. Et à côté, nous avons la radio qui ne va pas rester en marge justement de cette programmation. Dans toutes les régions où nous avons les stations régionales, il y a un programme spécial qui sera proposé, une antenne spéciale qui sera proposée aux auditeurs ce jour-là. Et sur la plateforme aussi, sur notre plateforme digitale, pour dire que tous ces grands rendez-vous vont se retrouver sur la plateforme digitale de l'ORTM, www.ortm.ml.
Comme annoncé dans les titres, place à notre série de reportages sur les grands moments de notre indépendance, donc spécial 22 septembre. La période coloniale et post-coloniale, le Mali a connu beaucoup de mutations avant de gagner sa souveraineté qui semblait confisquée au regard du contexte géopolitique et stratégique. Dans ce grand format, nous retraçons l'historique du Mali, empire et royaume jusqu'à notre accession à l'indépendance en 1960. Tamsir Djabati. Le Mali a été d'abord le berceau des grands empires au royaume avant de devenir par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Le territoire ainsi conquis par le colonisateur est d'abord appelé Haut-Sénégal-Niger, puis le Soudan français. Son chef-lieu est Kaï, puis Bamako en 1907. Ainsi, il fait partie de l'Afrique occidentale française et la conquête de cette partie de l'Afrique se situe entre le fleuve Sénégal et le fleuve Niger dans la boucle du Niger. Selon les étapes de la conquête, le territoire a changé de nom. À partir de 1893, quand la conquête a avancé jusqu'à inclure la zone de Tombouctou, il y a eu une organisation et on a appelé cette partie du territoire la colonie du Soudan français. Le Soudan français, qui a été créé en 1920, a subi encore d'autres mutations. Alors, parce que au moment où on allait un peu avant la Seconde Guerre mondiale, le Soudan a été amputé d'une partie qu'on a cédée à la Mauritanie à la suite de ce qu'on appelle le mouvement amaliste. La pénétration coloniale française menée par Louis Faidherbe puis Joseph Gallieni s'est faite à partir du Sénégal en allant vers l'Est. De 1947 pratiquement à 1959, le territoire a gardé l'appellation Soudan français. Ainsi, les deux colonies françaises du Soudan français et du Sénégal fondent la Fédération du Mali. Nous sommes en 1959. Cette vision fédéraliste de Modibo Keïta et ses pairs a été éphémère car elle n'a pu résister au coup bas. Quand la fédération éclatait, le moral était au talon. Ceux qui étaient contre, on dit Agnan Fayo. À la suite de cet éclatement prématuré de la Fédération du Mali, Modibo Keïta, à son retour en République soudanaise, demande à ses camarades politiques lors du congrès de l'Union soudanaise RDA d'en tirer les enseignements. Le Soudan devait récupérer sa part de souveraineté dans la Fédération du Mali. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, alors le Sénégal avait décidé de faire sécession et donc a créé effectivement la République du Sénégal que les Soudanais n'ont pas voulu parce qu'ils disent que la fédération est immuable. Cette nouvelle configuration change la donne chez les Soudanais. Ils décident ainsi de prendre leur destin en main. En réalité, nous sommes devenus indépendants dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les Soudanais ont pu agir sur leur propre destin. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse. Ce jour, en ce lieu, dans cette salle du lycée technique de Bamako, s'accomplit un acte de destin, celui d'une république née un 22 septembre. Il y a de cela 63 ans. À appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. À l'époque, le niveau d'équipement du Soudan était tel que la plus grande et la meilleure salle que l'on pouvait offrir à plusieurs délégués, c'était vraiment cette salle-là. Les autorités maliennes qui étaient là-bas ont quitté le lycée technique pour marcher à pied et venir à l'Assemblée nationale pour mettre maintenant la forme juridique et la forme institutionnelle.
l'esprit était de se défaire des chaînes coloniales, à tout point de vue. Parce qu'ils savaient qu'après l'indépendance politique, il y a la colonisation économique. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong. Oui, ce jour et en ce lieu, le peuple soudanais était animé d'un sentiment de changement, d'engagement et de fibres patriotiques. C'est pourquoi d'ailleurs les choses vont vite et même très vite. Des décisions courageuses sur les plans politiques, économiques et culturels sont prises. Et parmi les décisions courageuses et historiques de Modibo Keïta, l'on note celle demandant le départ des troupes françaises du sol malien. C'était un 21 janvier 1961. L'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens. Et l'histoire se répète après 63 ans d'indépendance. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Bref, le Mali est et demeure un pays d'histoire et de culture. Donc, il vient de loin et même très loin. Et après 63 ans d'indépendance, revoilà le Mali avec les héritiers du Mali ancien qui ont opté pour un nouveau départ. À présent, écho de nos régions, doter les agents de connaissances nécessaires en matière de santé animale, c'est l'objectif d'une session qui a démarré mardi dans la capitale du Méguétan. Elle est initiée par le programme de développement des ressources animales et aquacoles au Mali. Reportage signé Ousmane Koïta. Cette session est initiée par le ministère de l'Élevage à travers le programme de développement des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM. La formation vise à renforcer les compétences des agents des marchés dans les zones de production animale. La session entre dans le cadre du projet volet viande rouge et lait au Sahel occidental au compte du PEDIRAM. Nous sommes dans une bande où, n'est-ce pas, les maladies parasitaires sont très nombreuses. Il y a des maladies parasitaires qui sont d'origine sanguine, il y a des maladies parasitaires qui sont d'origine gastro-intestinale, il y a des maladies parasitaires qui sont d'origine externe. Donc tous ces trois types de parasitoses qui affectent les petits ruminants et qui provoquent, n'est-ce pas, la diminution de leur valeur économique et même des mortalités selon le cas, donc seront étudiés, seront exposés, seront l'objet, n'est-ce pas, d'un échange mutuel entre, n'est-ce pas, les éleveurs, entre les producteurs, entre les bouchers et le formateur. La généralité sur les infections parasitaires des petits ruminants, le diagnostic et le contrôle des parasitoses sanguines et gastro-intestinales chez les petits ruminants, ainsi que la stratégie de prévention et de lutte contre les infections parasitaires chez les petits ruminants seront au menu de ces 5 jours de formation. Vraiment, projet le PEDIRAM nous a beaucoup aidés. Grâce à ses appuis, nous savons faire de l'embauche. Nous avons également maîtrisé les soins des animaux. Le PEDIRAM nous a appris aussi comment faire des prêts bancaires. Nous sommes satisfaits du programme PEDIRAM. Parce qu'il y a un développement humain. Une chose est de former, une chose est de l'appliquer sur le terrain. Le PEDIRAM n'est pas venu comme ça. C'est à la suite d'investigations sur le terrain. On a vu que c'est un problème réel sur le terrain. Prennent part à cette session de formation les agents des SEC de Djema, Kaï, Nara, Nyoro du Sahel, Nyunou, Klikro et de Yelemani. Autre session de renforcement des capacités, celle des hommes des médias dans les productions en faveur de l'enfant. À Ségou, la coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, en collaboration avec des radios, chaînes de télévision et de la presse écrite, parcourt les instruments juridiques de protection de l'enfant pour de meilleures productions médiatiques. Le point avec Onero Tchenou. Il s'agit au cours de cet atelier de mieux outiller les hommes des médias dans le cadre de leur production et analyse médiatique en faveur de l'enfant. Initié par la coordination malienne pour les droits de l'enfant COMAD, l'atelier regroupe une vingtaine de professionnels médias de Ségou. Au niveau de la COMAD, on ne peut pas marcher sans les hommes des médias. Et pour atteindre nos cibles, c'est vous. On va s'appuyer sur les médias par rapport à nos messages, à nos séances de sensibilisation, tout. Et je pense que c'est un honneur et c'est un processus qui est
qui est déclenché par la commande dans toutes les régions. 2 jours durant, ces professionnels de médias s'approprient les instruments juridiques de protection des enfants au Mali, choses qui leur permettront de mieux traiter le concept à travers des œuvres médiatiques. Au sortir de ce cadre, nous allons avoir un plan d'action en termes de gestion concertée pour l'ensemble des médias concernés qui seront autour de cette table ronde et qui vont vraiment concrétiser les actions de ces plans d'action dans le futur. Le document de la Charte des professionnels des médias pour le respect des droits de l'enfant au Mali est mis à la disposition de tous les participants. Restons dans la capitale des Balanzans où la campagne de reboisement a été lancée. Il est prévu plus de 10 000 pieds dans la forêt classée de Fanzana dans la commune rurale de Pelengana. On en sait plus avec Fousseni Samaki. Sur une superficie de 6 hectares dans la forêt classée de Fanzana, 2250 pieds d'acacia terminalia, des balanités ou zéguenins, des dattiers du désert, des carités, des nérés et des baobabs seront plantés au cours de cette campagne. Ce reboisement vise à protéger l'environnement qui se dégrade progressivement à cause des mauvais comportements humains. L'importance de cette plantation, d'abord en un premier temps, nous profitons de ce lancement pour enrichir justement cette parcelle qui a déjà fait l'objet d'une plantation. La deuxième importance, c'est que les espèces qui sont en voie de disparition, nous sommes en train de les revaloriser. En troisième point, c'est des espèces qui sont économiquement rentables. Les populations riveraines de cet espace reboisé s'engagent à entretenir ces arbres dont elles sont les premières bénéficiaires. L'arbre occupe une place de choix dans notre vie. Si nous plantons un arbre, il faut l'entretenir, sinon ça ne servira à rien. Le département en charge de l'environnement, soucieux de la reconstruction du couvert végétal et de la restauration des terres dégradées, organise chaque année une campagne de reboisement. Comme méthodologie de travail, chacun de nous ici présent plantera un arbre, à commencer par le gouverneur de la région. Autre temps fort de cette journée ont été des sensibilisations sur la protection de l'environnement et l'engagement des donzos et agents des eaux et forêts pour la protection de l'espace reboisé. En troisième région, la commune rurale de Niena, dans le cercle de Sikasso, a abrité mardi la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2023, un sketch de sensibilisation sur les avantages de l'alphabétisation, la visite des stands de produits transformés par les femmes et la remise des prix aux meilleurs auditeurs ont constitué quelques temps forts de cette célébration. Compte rendu signé Urubala Diabati. C'est l'intonation de l'hymne national en sénoufo qui a donné le coup d'envoi de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation à Niena dans le cercle de Sikasso. Une journée dont le thème retenu cette année est « Alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales ». Au cours de l'année scolaire 2022-2023, l'Académie d'enseignement de Sikasso a enregistré l'ouverture et le fonctionnement de 20 centres, dont 4 en Chénéra et 16 en Bambananka dans le cadre du PVA, et uniquement au Cap de Sikasso. Ces centres ont reçu 561 apprenants ou apprenantes, dont 401 femmes. Malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires, beaucoup reste à faire dans le domaine de l'alphabétisation. La faible participation des collectivités au développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, l'insuffisance, voire l'inexistence de salles adéquates, des équipements immobiliers appropriés. L'éducation en général et l'alphabétisation en particulier est au centre de la politique éducative des autorités de la transition. Aujourd'hui, l'alphabétisation est dispensée dans 13 langues nationales. Le but recherché est de doter les producteurs des moyens intellectuels pour mieux comprendre leur environnement, les protéger et mieux produire au profit des communautés. Un sketch de sensibilisation sur les avantages de l'alphabétisation, la visite des stands des produits transformés par les femmes, une animation folklorique suivie de la remise de prix aux meilleurs auditeurs du concours sur l'alphabétisation ont mis fin à cette célébration.
Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments de télévision en notre compagnie.